Le consortium des missions d'observation électorale organise avec les autres organisations de la société civile qui a rejoint cette équipe du 9 au 11 septembre des journées nationales, des journées de réflexion sur des réformes électorales en République démocratique du Congo. Alain Boma, c'est une question cruciale. Bienvenue. Merci Julie Seffon. Et pour parler même de toute cette procédure, de ce processus, nous recevons avec nous le coordonnateur du consortium des 4 principales missions nationales d'observation électorale, le bishop Abraham Djamba. Bienvenue à vous. Merci. C'est pas facile de vous avoir, vous, en personne. Heureusement que vous êtes là pour parler de cette question, j'allais dire primordiale et presque cruciale. Finalement, on a une période, c'est du 9 au 11 septembre qu'auront lieu ces journées des réflexions. Ça ne sera plus le forum national. Ça ne sera plus le forum national électoral, mais ça va être des journées nationales des réflexions sur les réformes électorales. Qu'est-ce qui change? Bon, là, je suis obligé de vous retracer la genèse. Vous êtes de la presse, donc vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé autour de cela. Les missions d'observation électorale ont observé le processus électoral 2018-2011. À l'issue de ce processus, il y a eu des analyses, comme toute mission crédible. Nous avons fait des analyses, chacune de son côté, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut réformer. Et là, je voudrais, par exemple, mettre en exergue une des responsabilités des missions d'observation électorale, c'est de pouvoir proposer des améliorations après un processus électoral. Donc, les réformes, disons, les recommandations auxquelles nous sommes arrivés, après tout ce qu'on a constaté de ce processus, nous ont amené à proposer des réformes au niveau de la CENI, donc la centrale électorale, au niveau de la loi électorale, au niveau de la question du fichier électoral, et au niveau de la Cour constitutionnelle, donc des juridictions pour le contentieux électoral, mais aussi au niveau des médias. Parce que nous avons eu ici aussi une observation particulière sur les médias, les temps d'antenne, les temps de parole et tout ça. Alors donc, à l'issue de tout cela, il y a eu un certain nombre de recommandations et nous avons dit qu'il faut absolument que ces recommandations soient prises en compte dans la loi. Si les recommandations sont prises en compte dans la loi, ça signifie qu'il y a une certaine modification qui revient. Donc la réforme étant un remplacement de ce qui était avant pour quelque chose de meilleur. Oui. Et donc nous sommes donc arrivés à cette conclusion et nous nous sommes dit que pour que nous puissions réussir la réforme, il va falloir que toutes les parties prenantes se mettent en présence et qu'elles arrivent à une sorte de consensus pour que ça ne soit pas la réforme des uns contre les autres ou des plus forts contre les plus faibles. C'est ainsi que nous avions donc proposé la démarche dans la démarche de forum national pour les réformes. Vous avez commencé mais à dans l'entretemps, vous avez suivi, ouais. Nous avons contacté toutes les parties prenantes, nous avons été avec les institutions, nous avons été avec les partis politiques, nous avons été avec la société civile, les corps diplomatiques et avec la presse. Et nous avons parlé de cela. Ça fait déjà depuis le mois de décembre 2019. Mais un forum vient d'avoir lieu sans vous. Il y a eu une initiative qui est sortie. Et l'université de haut niveau. Il était de haut niveau. Des forums de haut niveau. Ouais. Et cela a court-circuité un peu notre initiative. Et donc, je ne vous cache pas que c'est pour nous démarquer de ce forum-là que nous avons changé de dénomination. Donc, nous sommes devenus journée nationale de réflexion sur les réformes électorales à soumettre aux institutions publiques. Voilà. Mais justement, vous aviez dit que vous aviez fait des observations lors des élections de 2011 et de 2018. Qu'est-ce que vous avez constaté?
lors de ces deux élections? Disons 2011, évidemment, nous avons déjà une certaine tradition d'observation des élections, mais je parlais beaucoup plus. Proposer des réformes. Nous parlions beaucoup plus du processus 2018, mais évidemment avec un regard rétrospectif sur tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Vous avez constaté, je ne sais pas s'il faut encore être spécialiste dans la matière, mais je crois que c'est de notoriété publique que nous n'avons jusqu'ici pas encore eu des élections crédibles. Et donc c'est pour cette raison que nous nous disons à faire toujours les choses de la même manière, on arrive au même résultat. Il faut donc essayer de changer cette fois-ci pour améliorer l'existant et faire en sorte que nous puissions avoir des élections qui ont des lendemains qui chantent, plutôt que des lendemains qui font pleurer, etc. Et dans tout cela, c'est la population qui paye le lourd tribut. Et donc nous avons voulu porter la voix des citoyens pour que cette fois-ci, la question de la réforme électorale ne soit pas seulement laissée aux politiciens. Il faut que les citoyens puissent s'exprimer pour que eux qui doivent être normalement les arbitres du jeu électoral, eh bien qu'ils puissent former les règles du jeu. Soyez plus concret. Les élections n'ont pas été crédibles, concrètement. Concrètement, lorsque nous analysons, nous, le processus électoral, nous regardons plusieurs aspects, et spécialement la CIMOCEL, mon organisation dans laquelle j'étais en train d'évoluer, avait observé tous les processus électoraux, donc toutes les étapes. En commençant par l'inscription des électeurs, en passant par l'inscription, plutôt les dépôts des candidatures. Toutes ces étapes-là ont été observées jusqu'au scrutin. Et donc nous avons des données et des rapports par rapport à chaque exercice. Et donc c'est par rapport à chaque étape que nous avons pu identifier des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de la CENI. Ce que nous proposons maintenant, c'est que la CENI soit vraiment dépolitisée. Donc la dépolitisation de la CENI va entraîner aussi son indépendance, parce qu'en réalité, ayant un système de commission électorale indépendante, nous devons avoir une commission électorale complètement à l'abri de l'influence du gouvernement, des partis politiques et même des autres composantes, n'est-ce pas? Donc il faut une indépendance pour cela. Et donc avec les systèmes actuels, nous avons constaté qu'il ne sera pas possible de pouvoir obtenir cette indépendance-là. Donc il faut que la CENI soit davantage indépendante, qu'elle soit, comment dire, davantage transparente aussi, qu'elle soit davantage efficace et efficiente. Et donc nous avons cela dans nos propositions. Voilà une illustration, mais par exemple, par rapport à la loi électorale, il y a la question du seuil, qui a dérangé tout le monde. Les électeurs sont désillusionnés par les résultats. Ils attendaient un tel pour lequel ils ont voté massivement. Mais le seuil ne l'a pas permis. Le seuil n'ayant pas permis, donc ils sont surpris de voir peut-être un candidat qui avait moins de voix, peut-être 1000, être élu. Donc eux, les partis politiques et les candidats eux-mêmes n'ont pas pu maîtriser la complexité de ce concept. Et donc ils sont aussi désemparés. Et donc, mais bien plus, le seuil est en train d'introduire une certaine discrimination qui serait justement contraire aux droits humains, donc au principe de l'inclusivité et de l'égalité des chances des partis. Donc nous avons ce problème-là du seuil dont nous proposons la suppression. Il y a le problème de l'accès, de la facilitation d'accès aux éléments de preuve des candidats.
Il y a la question de pouvoir et de responsabilité des organisations de la société civile qui observent les élections. Nous avons rencontré des difficultés à certaines étapes pour être accrédités. Aussi, nous n'avons pas toute l'information ou l'emprise sur tous les processus jusqu'au dernier résultat, alors que nous sommes normalement à quel niveau au CLC. Okay. Au CLC, et même déjà au CLC, il y a beaucoup de difficultés pour observer. Alors nous demandons aussi que la loi soit clarifiée à ce niveau-là pour pouvoir... Il y a la question de la participation de la femme, n'est-ce pas? Nous essayons d'obtenir que la femme soit beaucoup plus représentée que ce qu'elle est en proposant des sanctions contre les listes qui ne respecteraient pas le minimum possible. Et donc, il y a toutes ces questions-là. Les questions du fichier électoral, vous savez, c'est une question que nous traînons depuis le départ en 2006. Le fichier semble toujours non fiable, etc. Et donc, nous encourageons donc qu'il y ait le recensement, mais que dans ce recensement, nous puissions observer le recensement, parce que de ce recensement sera extrait le fichier électoral. Donc, il faut que les observateurs puissent avoir la possibilité d'observer. Et puis, il y a la question des médias, la liberté de la presse, l'accès aux... Si nous pouvons revenir sur la question autour de la Commission électorale nationale indépendante, Bishop, vous venez de dire que vous recommandez la dépolitisation de la CENI, donc pour inclure plus la société civile. Que la société civile. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que les législateurs, depuis 2011, a trouvé, si vous voulez, le moyen par lequel ils pouvaient dépolitiser la CENI. Mais le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de sa pensée. Quand vous regardez dans la loi, vous allez voir que les membres de la CENI sont désignés parmi les personnalités indépendantes. Toute la question est là. Qui est personnalité indépendante? Alors, nous avons vu qu'avec cette disposition, personnalité indépendante, il y a eu violation de la loi organique sur la CENI, parce que les partis politiques ont envoyé à la CENI des cadres de leurs partis politiques. Donc on ne peut pas considérer les cadres des partis politiques comme étant des personnalités indépendantes. Et donc, il faudrait que les législateurs précisent ce concept-là de personnalité indépendante. Ça, c'est le premier pas pour aller vers la dépolitisation. Le deuxième pas, c'est de faire en sorte que les composantes qui désignent les membres de la CENI puissent être à l'abri de l'influence politique et même de la corruption. Donc, il faut des mécanismes. Ça sera très difficile. Hein? Mais c'est là que nous faisons appel justement à la créativité nationale pour nous permettre d'avoir, de concevoir et de pouvoir proposer des mécanismes qui nous permettraient d'arriver à cela. Pourquoi ça serait impossible pour nous en RDC ici? Mais pourquoi ne pas remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Ce sera facile. Mais pourquoi on avait mis en place la CENI? Il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas pu donner ça au ministère de l'Intérieur. Ces raisons subsistent encore jusqu'à aujourd'hui. Je crois que nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir céder l'organisation des élections dans un ministère. Vous savez tout ce qui se passe dans notre contexte, comment le poids politique des familles politiques poursuivent ceux qui sont dans les affaires. Et donc ça risque d'être encore pire si on le restituait. Mais ça doit être à l'étude, mais pour le moment, la réponse qui a été trouvée par rapport à cela, c'est de confier à une commission électorale indépendante. Travaillons à ce qu'elle soit réellement indépendante, parce que depuis qu'elle fonctionne, elle n'a jamais été indépendante. Une indépendance subjective, parce que tout le monde a une tendance, hein? Oui, mais c'est ça, mais tous les problèmes, c'est de mettre des garde-fous et des mécanismes pour s'assurer de cette indépendance-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec la loi organique, des mécanismes qui permettent de pouvoir surveiller justement le comportement des membres de la CENI? Ça n'existe pas. Donc nous proposons
que dans la loi qui va venir, qu'il y ait des mécanismes qui permettraient à tous les citoyens, à toutes les parties prenantes de pouvoir s'assurer que les membres de la CENI restent toujours dans leur neutralité, dans leur indépendance et puis dans leur déontologie. Donc ces questions d'éthique-là doivent être très clairement précisées pour que nous ayons une CENI indépendante. Et pourquoi pas aussi prévoir des sanctions, des sanctions même pénales lorsque les membres de la CENI ne respectent pas leur neutralité. Les observateurs suggèrent aussi de participer au recensement. Comment vous voyez ce recensement dans un pays pauvre comme nous et tout? Comment est-ce que vous le voyez avant même l'accompagnement? Un recensement qui exige 350 millions de dollars selon l'ONIP. Oui, mais 350 millions de dollars, avec un budget de ça dépend de ce qu'on veut. Oui. Qu'est-ce qu'on va obtenir avec les 350 millions de dollars? C'est inestimable. Vous pensez Vous savez, quoi, lorsque on a les recensements, ce n'est pas seulement pour les élections. Il y a beaucoup de questions qui sont induites. Il y a par exemple des questions économiques, des questions de statistiques, les données pour les recherches, etc. On a besoin de ce recensement-là. Donc ça n'a pas de prix. Si on peut consentir les 350 millions de dollars, vaut mieux le faire. Si nous pouvons avoir donc la possibilité d'avoir un fichier fiable. Parce que qu'est-ce qui peut arriver si les recensements sont bien menés? C'est pourquoi nous cherchons à observer. Parce que si les recensements sont ratés, comme cela a été le cas plusieurs fois avec l'inscription des électeurs, eh bien, nous risquons d'avoir des problèmes qui persistent. Mais si c'est bien mené, eh bien, nous allons avoir la possibilité d'extraire un fichier fiable. C'est-à-dire quoi? Donc, les registres de l'enregistrement est versé à l'état civil. Et au niveau de l'état civil, nous avons un fichier national de l'état civil. Et on n'a qu'à regarder telle personne ont déjà atteint l'âge du vote. Eh bien, on fait un fichier qui est tout à fait utilisable et alors à ce moment-là, on aura réglé vraiment ce problème-là. Donc je crois qu'il y a avantage à faire ce recensement, mais la société civile a quand même des réserves par rapport à la possibilité de recenser des personnes non éligibles. Et donc, il faut vraiment surveiller ça. Mais il y a une certaine opinion qui voit en l'organisation du recensement un moyen de retarder les élections. Si on commence le recensement, donc les élections n'auront plus lieu en 2023. Je ne pense pas. Je crois que dans ce qui est proposé, il y a un timing. Et ce timing-là ne va pas au-delà de 2023. Je crois qu'on a parlé de 3 ans, etc. Et donc il y a même des moyens électroniques plus performants qui puissent permettre de raccourcir les délais. Donc on ne peut pas commencer déjà à avoir des appréhensions maintenant, alors que nous avons besoin justement de ce recensement. Donc c'est question que tout cela se passe dans la transparence. Donc le ministère de l'Intérieur devrait communiquer suffisamment par rapport à cette question, que nous sachions où nous allons, quand est-ce qu'on commence, qui le fait, etc., les moyens qui sont mis. Si on parle de 350 millions, il ne faudrait pas qu'on soit surpris selon le directeur général de l'ONIP. Qu'on soit surpris à la fin de l'opération en disant que voilà, il y a des personnes qui sont à réprimer par rapport à l'utilisation de ces fonds. Donc il faut que ça soit vraiment très clair pour que tous les citoyens sachent comment cela va se faire. Il faut vraiment la grande transparence par rapport à cela. Qu'est-ce que votre récent atelier a recommandé par rapport aux cours, à la Cour constitutionnelle si vous voulez, ou aux différentes cours? Le récent atelier, vous parlez de l'atelier de Béatrice, oui, là où nous avons harmonisé les voilà. recommandations avec d'autres organisations de la société civile engagées dans les réformes. Et effectivement, il y a le cadre de concertation de la société civile, la nouvelle société civile, le CLC, le comité laïque de coordination, la coordination laïque oui. Et nous avons les Congolais debout,
nous avons... Rien sans les femmes. Rien sans les femmes. Il y a une organisation que j'ai oubliée là. Donc, ces organisations qui sont vraiment engagées pour les réformes ont rejoint le consortium des 4 principales missions d'observation et ont apporté aussi un enrichissement dans les recommandations qui étaient déjà arrêtées par les 4 missions. Je crois que dans ce qui a été proposé, il y a évidemment pour nous, et c'est un point essentiel au départ de toute indépendance de la CENI, qui est cette clarification sur le concept de personnalité indépendante. Nous avons proposé que les partis politiques, donc l'opposition comme la majorité, peuvent bien désigner, ils auront un quota pour désigner les membres de la commission électorale nationale indépendante, mais il faut que ces personnes-là soient désignées parmi les personnalités indépendantes. Donc, les partis politiques vont être appelés à pouvoir proposer à la nation véritablement des personnalités indépendantes sur lesquelles ils peuvent avoir jeté leur dévolu. Vous avez défini à peu près l'indépendance, le profil de ces personnalités. Oui, c'est ça. Donc, c'est cela qui va être affiné encore au niveau de journée nationale. Donc, il y a beaucoup d'idées qui circulent. Par exemple, le fait d'appartenir à un parti politique et d'exercer des fonctions de responsabilité durant les 5 dernières années. Vous voyez, le fait de pouvoir s'afficher, on peut être une personnalité justement sans être dans un parti politique, mais si on affiche sa préférence vis-à-vis d'un parti politique, c'est une attitude partisane qui ne peut pas être compatible, et ainsi de suite. Donc on va vraiment affiner cette définition. Par rapport au cours, à la Cour constitutionnelle, vos recommandations. Par rapport à la Cour constitutionnelle, nous avons observé souvent que lorsque le processus électoral est ouvert, malgré le fait qu'il y a des dispositions infractionnelles, ça c'est au niveau des tribunaux en général, hein, les cours et tribunaux. Malgré le fait qu'il y a des dispositions qui répriment certains comportements pendant le processus électoral, eh bien les OPJ ne sont pas déployés pour pouvoir capter les informations, verbaliser les personnes qui commettent des infractions à la loi électorale. Et donc, nous suggérons qu'il y ait, comment dire, un déploiement des OPJ pendant ces temps-là. Il y a aussi d'autres propositions. Par exemple, nous avons senti un certain déficit dans le renforcement des capacités de certains juges électoraux. Donc il faut ce renforcement des capacités, donc, et d'autres mesures encore qui vont être peaufinées au niveau de Journée nationale de réflexion. Il y a les médias aussi. Il y a les médias certainement, parce que c'est beaucoup plus les médias publics, mais les médias privés aussi sont concernés, parce qu'il y a certains comportements qui doivent être, comment dire, bien gérés pendant la période électorale, mais il y a aussi le droit d'informer. Parfois, lorsqu'on réglemente, on a tendance à rogner un peu la liberté des journalistes, etc., et se retrouver en difficulté avec leur droit d'informer. Et donc, il faudrait à ce moment-là que nous puissions reprendre la loi sur la presse qui existe aujourd'hui et qui est déjà dépassée, et pouvoir donc introduire dans cette loi-là des dispositions qui pourraient prendre en compte l'évolution comment dire, de cette question des médias, mais aussi intégrer les nouveaux médias. Voilà, les nouveaux médias. Et surtout les réseaux sociaux. Comment arriver à réglementer? Ce n'est pas simple, mais il faut quand même cet effort-là pour arriver à par rapport au seuil. Oui.
Quelles sont vos recommandations? La suppression. Suppression. Mais apparemment, le seuil a permis à réduire ou à mettre de côté les partis dits mallettes. Oui, mais on peut l'obtenir autrement. On peut lors de l'enregistrement des partis politiques, s'assurer de cela. Si un parti politique se présente sans siège et tout cela, ben comment l'avez-vous enregistré? Vous voyez, ce sont des questions qui peuvent se régler déjà en amont. Il y a une autre manière de régler ça, c'est peut-être lorsque le financement des partis politiques sera effectif. Et à ce moment-là, on peut dire qu'un parti politique qui n'a pas atteint tel pourcentage d'élus ne peut pas prétendre à la subvention. Donc il y a des mécanismes beaucoup plus, moins brutaux. Moins brutaux, ouais. C'est ingénieux, c'est pas brutal. Voilà, qui peuvent arriver à ça. Et vous êtes prêts pour les journées nationales de réflexion? Oui, pour ce qu'on peut dire, oui. Ouais. Ils sont prêts. Et les recommandations seront transmises aux autorités, aux institutions? Oui. Les formats, d'ailleurs, de notre initiative a été recadré par rapport aux événements récents. Nous avons tenu aussi compte... Parce que la crainte serait que vous puissiez vous retrouver dans les cas du forum. Exact. Nous avons aussi tenu compte des réactions des uns et des autres, et notamment des partis politiques qui disent qu'il faut les débats dans les institutions. Il n'y a pas d'autre cadre sinon, voilà. Oui, bon, c'est une manière de voir, mais nous avons des événements récents. Vous avez vu qu'il y a des parlementaires qui ont voulu proposer des lois pour réformer la justice, mais ce sont les citoyens qui ont réagi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces parlementaires font ce qu'ils auraient dû faire avant. Ils sont en train de faire le porte-à-porte pour convaincre, en fait, les gens en dehors des institutions. Donc, c'est pour dire que les débats, on doit toujours l'avoir. Que ce soit dans les institutions ou en dehors des institutions, on doit toujours les voir pour éclairer l'opinion des élus. Aujourd'hui, les lois les plus efficaces, ce ne sont pas des lois qui proviennent du cru de l'élu, donc de son imagination, de son intelligence. Ce sont des lois qui sont, si vous voulez, la traduction en texte juridique des aspirations de la population. Et donc, nous allons donc consolider nos recommandations. Comme nous avons maintenant un seul référentiel de recommandations sur lesquelles toutes ces organisations de la société civile vont se mettre. Nous avons les 5 ou 6 qui nous ont rejoints à Béatrice. Maintenant, Pullman, on va élargir encore la base, toutes les organisations de la société civile avec un seul référentiel que nous allons verser aux institutions. Et tout ce que nous demandons, c'est que nos élus nous écoutent. Et vos relations avec le groupe des 13 personnalités politiques de la société civile qui, eux aussi, sont en train d'aller de porte à porte pour essayer d'avoir ces réformes? Mais nous rencontrons toutes les initiatives. Nous ne fermons pas la porte parce que vous savez, dès le départ, notre objectif, c'était qu'on puisse trouver le consensus, que chaque partie prenante puisse s'exprimer. Donc les 12 ont leur initiative et nous avons été reçus comme toutes les autres organisations. Nous avons fait connaître aussi notre point de vue par rapport à leur démarche. Nous sommes en contact avec eux pour continuer à travailler de sorte que leur initiative puisse avancer, mais que nous aussi nous sachions nous exprimer. Donc pour nous, c'est une initiative qui peut être aussi mise dans le profit ou plutôt à capitaliser dans cette recherche de consensus autour des réformes électorales. Il en faut. L'Union européenne serait derrière ce groupe de 13 et qui sont derrière vous ou qui est derrière vous? Dire que qui est derrière nous, c'est trop dire. Nous sommes nous-mêmes derrière nous. Parce que ce sont des réflexions des nationaux sur des questions nationales. Et donc, personne ne peut nous contester cette légitimité-là. Nous avons observé les élections. Vous avez suivi comment nous avons
pu évoluer, comment nous avons abordé cette question-là avec la rigueur que cela a pu être constaté. Pour la première fois d'ailleurs, les organisations congolaises ont été félicitées pour leur professionnalisme. Et donc nous sommes derrière nos propres recommandations. Mais bien sûr, nous avons besoin de moyens logistiques. Eh bien, l'Union européenne, l'ambassade de Suède, l'ambassade de Suisse apportent les moyens logistiques comme toutes ces ambassades-là apportent aussi au gouvernement, au ministère de la Santé et tout le reste. Et donc, c'est des moyens logistiques que nous utilisons. Ils n'auront pas une influence sur... Il n'y a aucune influence parce que vous regardez nos observations, nos recommandations, vous n'allez voir aucune influence, sauf celle de vouloir améliorer le processus électoral. Quelle est votre posture en allant aux journées des réflexions? Je vais dire autrement, fort de votre expérience d'observateur et électoraux au pluriel, en allant à ces journées, vous dites que qu'est-ce qui est presque acquis, mais qu'est-ce qui va être difficile? Évidemment, il n'y a aucune question facile. Parce qu'il s'agit de rechercher le consensus, il s'agit de convaincre. Nous n'avons pas toujours les mêmes approches, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il y a de plus prenant, c'est de pouvoir convaincre les uns et les autres de ramener ensemble leurs idées. Et nous ne faisons pas de ces journées nationales de réflexion une fin en soi. C'est une étape pour nous. Donc après que nous soyons mis d'accord à ce niveau-là, il y a encore un travail plus profond que nous devons faire auprès des institutions publiques. Nous verrons le président de la République, nous allons voir le Parlement, nous allons voir le gouvernement, et nous allons voir tout le monde. Et même, nous allons continuer encore avec les médias, avec la population, pour qu'on comprenne les bien fondés de ce que nous proposons. Que toutes ces idées-là ou ces appréhensions qui est derrière vous, que tout ça puisse être dissipé. Et que, alors, ce qui serait difficile, donc, c'est, étant donné le contexte qui a été provoqué par les événements récents, mais aussi la suspicion qui a toujours été, l'ingrédient de notre vécu national. Et donc, c'est ça des choses les plus difficiles que nous devons surmonter. Et je crois que le message que nous voulons lancer, c'est un message d'apaisement, un message de conciliation où les uns et les autres, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour pouvoir avoir un processus qui nous permettrait de pouvoir crédibiliser notre pays. Vous savez que lorsque les élections sont mal organisées, c'est une honte pour la nation. Voilà. Quelle est la place de la population dans tout ça? La place de la population, c'est celle que nous sommes en train de pouvoir préserver. Nous avons écouté la population. Lisez nos recommandations, nos rapports, vous allez voir que nous avons été en contact avec la population. Ce que nous avons fait d'ailleurs avec la société civile, avec les autres organisations de la société civile, c'était de pouvoir tester la validité de nos recommandations. Et donc, lorsque nous avons approché les organisations qui n'ont pas observé les élections, nous avons été surpris de voir qu'il y avait une convergence dans ce que nous proposons. Donc, c'est la voix des citoyens que nous portons. Et donc, nous disons qu'il y a d'un côté les partis politiques, la majorité, l'opposition, et nous, la société civile, nous amenons la voix de la population. Nous voulons introduire la voix de la population dans les réformes. Donc la place de la population, elle est là, elle est prépondérante. Alors vous avez une adresse auprès de ceux qui représentent la population, de ceux que vous attendez aux Journées nationales des réflexions sur les réformes électorales qui commencent déjà. Oui, ce que nous voulons dire de la part de la population, plutôt à la population, c'est que ce processus ici, il faut se l'approprier. Pendant longtemps, on a pensé que c'était l'apanage des politiciens, mais il faudrait reconsidérer cette manière de voir et
sachant que nous sommes en démocratie, où il est dit que c'est le pouvoir du peuple, donc le peuple a un pouvoir sur son processus électoral. Il faut qu'il s'en approprie et que nous puissions ensemble parler à nos élus. Du côté des élus, nous leur demandons de pouvoir être attentifs à ce que les citoyens demandent, de sorte que leurs lois soient les reflets de la demande de la population. Bishop Abraham Djamba, Alain Bouma et moi vous remercions. Merci beaucoup. Et bon succès à ces journées de réflexion. Merci. Pour le bien de notre peuple. Merci. À très bientôt, on se limite ici. C'est la fin de ce dossier de la rédaction. On en sait un peu plus sur ce que devraient être les journées nationales de réflexion sur les réformes électorales. À chacun de prendre sa part. À très vite. Au revoir.